Pour commencer, je vous demande d'accueillir Catherine Guillouard, présidente du groupe RATP. Bienvenue. Bonjour. Je vous en prie, prenez place sur cette scène du studio 104. Madame la Présidente, 2020 a été une année bouleversée pour tout le monde, évidemment, et pour le monde entier. Le groupe RATP n'a évidemment pas été épargné par ce qui s'est passé cette année et a même dû relever une série de défis exceptionnels. Quel regard portez-vous sur cette crise mondiale pour le groupe RATP ? Je crois qu'on peut dire que l'année 2020 pour le groupe RATP, ça a été une année à la fois de résilience et de preuve. Alors d'abord, on a dû évidemment faire face à une situation de crise sanitaire exceptionnelle qui a nécessité une réactivité de nos personnels d'exploitation, de maintenance, de support. Tout le monde s'y est mis. On a changé de nombreuses fois l'offre. Je rappelle qu'avant la crise, on était à 12 millions de voyageurs jour. En plein au milieu du confinement, on était à 30% d'offres avec 2 millions de voyageurs. On est remonté à 5-6 millions aujourd'hui. Et vous voyez par exemple l'exercice de déconfinement de mai, qui a été un exercice en très grande dimension. Aucun réseau ou presque ne s'est livré à un exercice aussi contraint sur le plan des règles sanitaires, puisqu'on devait respecter les gestes barrières, a été quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, délicat et complexe à gérer. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit la qualité d'une entreprise et de ses équipes à la capacité de gérer des crises comme ça, mais aussi, et ça a été mon obsession de l'année, vraiment, ça a été de ne pas se laisser complètement engloutir par cette crise et de conserver le cap sur les défis que nous avons et qui sont très nombreux, très lourds à moyen terme. Je prends par exemple comme évident le fait qu'on avait un programme d'investissement. On le doit à notre autorité organisatrice, qu'Île-de-France Mobilité, la région, les collectivités nous confient ces investissements. L'an dernier, en 2019, on avait fait 2 milliards d'investissements. Je peux dire, les comptes ne sont pas encore arrêtés, qu'on ne sera pas très loin de les avoir encore réalisés cette année, malgré la crise et le choc sanitaire. Donc c'est une vraie réalisation. Le deuxième, évidemment, défi qu'on a devant nous, c'est l'ouverture à la concurrence. Donc un plan de transformation, je le sais, qui est très lourd et qu'on a continué contre vents et marées. Je pense aux gens du Vendée Globe, en dépit des bourrasques, à faire avancer. Puisque, contrairement à ce qu'on peut entendre là, ici ou là, on a 18 000 de nos personnels qui sont concernés sur les 45 000 de la RATP. Le groupe fait 65 000, mais la RATP en région parisienne en fait 45 000. Et 18 000, 45% de nos salariés sont concernés par cette ouverture à la concurrence sur les bus parisiens. Donc il faut vraiment, effectivement, qu'on se prépare. Et cette préparation n'a pas été stoppée, bien au contraire, pendant la crise. Et enfin, j'allais dire, un volet évidemment fondamental pour nous, c'est le développement à l'international ou le développement par l'innovation. On a, en plein été, en plein mois d'août, signé une acquisition comme Mappy, qui est le 3e opérateur de plateforme numérique en France pour la mobilité. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on peut dire qu'effectivement, le groupe a vraiment vécu une année de très grande intensité. Et je remercie vraiment les équipes qui ont été au niveau de la tâche. Je crois que la mission d'intérêt général qui nous anime n'a jamais été aussi forte. Et il faut rester malheureusement très humble. La crise est très loin d'être terminée, vraiment très loin. Mon souci, évidemment, et je sais que toute notre autorité organisatrice le partage, c'est de voir quel est à terme l'impact de cette crise pour les 2 ans à venir. Je pense qu'on va en sortir que très progressivement. Et donc, il faut effectivement qu'on soit encore très mobilisé sur l'année 2021 parce qu'il y a encore beaucoup d'événements à gérer. On a compris que cette mobilisation qui a déjà eu lieu a permis une continuité de service aujourd'hui, mais il y a aussi la question qui se pose, c'est de la sécurité sanitaire, justement. Oui, alors c'est vrai que une entreprise de transport, la mère de toutes les obligations, c'est la sécurité. Donc on a vécu jusqu'à cette année, je dirais, sur un diptyque, sécurité routière, sécurité ferroviaire, et on a traversé cette année avec un triptyque qui est devenu sécurité ferroviaire, sécurité routière, sécurité sanitaire. Avec là aussi une mobilisation oui, exceptionnelle. Importante. Et je dois vraiment remercier, j'allais dire, la présidente de région Valérie Pécresse et Île-de-France Mobilité de nous avoir fait confiance là-dessus parce que on a eu des moyens.
il faut le dire, on a eu des moyens exceptionnels qui ont été dégagés pour pouvoir faire face à cette situation. La question de la confiance du client est absolument clé. Donc, vous voyez, on est passé d'une situation où, si on imagine le monde d'hier, on fermait le réseau à 1h du matin, on partait dans 400 chantiers de nuit. Et aujourd'hui, on ferme le réseau, on part dans les 400 chantiers de nuit, et dans le silence de la nuit, on nébulise, on brumise de produits virucides pour nos clients et aussi pour protéger nos salariés. Eh bien, les rames de métro, les bus. Donc, c'était un défi logistique opérationnel complémentaire qu'on a fait. Et on a eu des moyens complémentaires alloués par Île-de-France Mobilité. Et je pense que ça a permis quand même de rassurer et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a encore 55 à 60% de trafic sur le réseau. Alors, certes, c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il nous faut pour un équilibre économique décent. Mais je pense que si on n'avait pas fait ça, on aurait eu une crise encore plus grave, en fait. Est-ce que justement vous pensez, Catherine Guillouard, que la période qu'on traverse encore maintenant rejoue le lien du groupe RATP et avec ses clients? Ben, je crois que dans la crise, il y a plein de choses. C'est un révélateur, la crise. Hein. Ça met finalement à la fois les forces et les faiblesses. Et en l'occurrence, nous avons essayé depuis maintenant 2 ans et demi de mettre le client au cœur de l'expérience de la RATP. Vraiment, c'est important. C'est devenu pour moi vraiment un chantier absolument prioritaire, et cela totalement en lien, là encore une fois, avec la volonté qu'a notre autorité de faire en sorte que l'expérience client soit une démarche continue de progrès. Alors, là-dessus, effectivement, on en a quelque part profité, je dirais. On a fait des choses très importantes cette année. Je prends un exemple. On vient de lancer la charte d'engagement pour nos clients. On a pris 9 engagements vis-à-vis de nos clients, et ce n'est pas de la communication, je tiens à le dire. Pendant l'année, l'année qui vient de s'écouler, on a formé nos personnels. Alors, évidemment, les formations sont diverses, je dirais. Pour des conducteurs de métro, de RER ou de bus, c'est la prise de parole. Pour les agents de station, c'est des formations au travers d'un programme qu'on a appelé Mon client et moi, et qui permet aux agents de station d'avoir une attitude servicielle plus proactive, plus proche du client et surtout plus standardisée. Et tout ça, on l'a travaillé, et donc c'est vraiment un des objectifs de l'année de monter en gamme. Bon, ça c'est un premier exemple, je dirais. Mais un des plus grands engagements que nous ayons pris, et ça c'est lié au programme d'investissement que nous avons aussi, notamment sur la conversion de nos centres bus à l'électrique et au gaz et la conversion de la flotte. Donc c'est un programme qui est financé au travers de notre plan avec Île-de-France Mobilité, qui est quand même 1,8 milliard d'investissement. Et ce programme est fondamental parce qu'on va réduire nos gaz à effet de serre c'est énorme, hein, de 50% d'ici 2025. Pourquoi? Parce que les bus représentent... C'est très rapide, c'est très rapide. Ah oui, c'est très rapide. Et les bus représentent 72% des gaz à effet de serre émis. Et si on arrive à faire ce programme, et on en a la volonté et on a les moyens avec Île-de-France Mobilité de le faire, on va arriver à éliminer 75% des gaz à effet de serre. Et la RATP fait aussi des choses, je tiens à le dire, puisqu'on a un autre programme qui est important pour nous, qui est de baisser de 20% notre consommation énergétique. Alors, quand je dis ça, on suit ces indicateurs. C'est-à-dire que, par exemple, sur les GES, on est à moins 13% à la fin de l'année 2019. Je n'ai pas encore les chiffres de l'année 2020. Et sur la question de la consommation énergétique, on vise moins 20 en 2025. On est déjà à moins 8. Et par exemple, on s'est partenarisé avec EDF. On a conclu un contrat de long terme avec EDF. 7 éoliennes vont nous apporter l'équivalent de notre consommation électrique des tramways, c'est-à-dire 60 000 mégawatts par an. Et on va éliminer comme ça 1500 tonnes de CO2 émis. Donc, ce sont des vrais engagements que nous prenons avec des vrais résultats. Évidemment, c'est une satisfaction pour les clients de savoir que nous développons des solutions qui sont à la fois durables et innovantes. Voilà, ça c'est vraiment, ça nous tient à cœur. Et on le fait d'ailleurs en Angleterre, par exemple. À Londres, on le sait pas, mais on est l'opérateur le plus électrique en bus. RATP Dev à 20% de son infrastructure à la fois de dépôt et de bus
électrique. On est le champion de l'électricité à Londres, de l'électromobilité à Londres aussi, par exemple. Alors, on comprend que les grands projets, les grandes directions n'ont pas décéléré et les grands travaux non plus n'ont pas cessé sur la période. Il y a eu une des grandes étapes de la transformation en cours, la mobilité en Île-de-France en général, qui vient d'avoir lieu. C'est le prolongement de la ligne 14 au nord, qui est raccordée désormais à la ligne 13. Et bientôt, se préfigurent les lignes du Grand Paris Express. Ça commence à se dessiner. Oui, oui. Et pour nous, objectivement, les équipes, quand je dis les équipes, c'est à la fois les équipes de la RATP, mais aussi nos partenaires industriels, les génies civilistes, évidemment Siemens, Alstom. Tout le monde s'est aligné pour essayer d'ouvrir, comme nous en y avons pris l'engagement avant la crise, par rapport à nos parties prenantes, c'est-à-dire l'État, la région, la ville de Paris, le Conseil des Hauts-de-Seine, le Conseil de Seine-Saint-Denis. On avait pris cet engagement. C'est un territoire de 100 000 personnes qui sont concernées par l'arrivée de la 14. Et sans rentrer dans les détails, c'est pas fini d'ailleurs, parce qu'on a inauguré le 14 décembre 3 stations et on aura le plaisir d'inaugurer la 4e, qui est Porte de Clichy, qui est très attendue notamment par le tribunal de Paris. D'ici quelques jours, là. Ouais, le 28 janvier. Et vous voyez, Clichy, on dit la Porte de Clichy, c'est une station de 9000 m² à 26 mètres sous terre. C'est des réalisations extraordinaires, franchement. Et ça change la vie des gens. Quand vous rentrez à Châtelet, que vous mettez 15 minutes pour aller à Saint-Ouen, et que demain, quand on aura fait la Sud, on mettra 27 minutes de Châtelet à Orly, puisque c'est ça le défi technique, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une ligne de 30 km sous tunnel, sous un réseau très dense d'habitation. Donc effectivement, ça a été une réalisation très importante des équipes cette année. Et je pense que, bien sûr, on en a plusieurs autres à livrer. L'automatisation et la livraison de la 4 qui va à Bagneux, la 11, la 12. Enfin, tout ceci, c'est nos cartes de visite pour montrer qu'on est vraiment le leader mondial du métro automatique. Oui, tout à l'heure, on parlera de la ligne 14 et de son prolongement avec son directeur Louis Villiers. Avec Louis. Absolument. Oui. On entend, Catherine Guyard, que vous parlez de préparer l'avenir. Voilà, ces chantiers, ces investissements, c'est ça. Et préparer l'avenir, c'est préparer l'avenir des villes. Oui. Absolument, parce que je pense que là où on a une spécificité très forte au niveau du groupe RATP, c'est que depuis 70 ans, notre berceau parisien, alors maintenant, nous opérons dans 470 villes en France et dans le monde, mais notre berceau principal parisien a fait que nous avons développé des savoir-faire qui vont au-delà, même si notre cœur de métier est vraiment, bien entendu, les solutions de mobilité, mais qui va au-delà du mass transit, notre cœur de métier. Alors, d'abord, les nouvelles mobilités, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que nous étions un opérateur multimodal et qu'il n'y a pas à opposer les nouvelles mobilités et le mass transit. Au contraire, c'est vraiment complémentaire. D'ailleurs, on vient hier, j'allais dire, démontrer l'intérêt et notre, j'allais dire, force sur ce type de sujet, puisque l'appel à manifestation d'intérêt pour la mobilité aérienne urbaine a été un très franc succès. Nous avons conduit cet appel d'offres avec Choose Paris Region et ADP. On a une trentaine de partenaires start-up industriels qui font qu'on a bon espoir et on va déjà avoir des premiers essais en 2021. Mais on est aussi actionnaire des scooters électriques City Scoot, de Communauto l'autopartage, de Klaxit le covoiturage et des véhicules auto. On a un programme de développement du véhicule autonome très complet. Donc les nouvelles mobilités. Deuxième sujet, l'immobilier. On ne le sait pas, mais la RATP est un acteur très important de l'immobilier. On a 250 hectares dans Paris de parc immobilier en propre ou en facility management. Et donc là-dessus, on a des programmes qui mixent à la fois la rénovation de nos actifs industriels, centres-bus ou ateliers de métro, et la construction de logements sociaux ou privés, et de services publics, comme des crèches, par exemple. On a déjà sorti de terre des projets de cette nature. On en a une quinzaine en portefeuille avec des partenaires de très bonne qualité, comme Cogedim ou Woodeum. Donc, la mobilité, les nouvelles mobilités, l'immobilier, et puis l'électromobilité, et puis bien sûr aussi la connectivité. On ne le sait pas, mais on a une filiale qui s'appelle RATP Connect, qui fait aussi, qui connaît très bien la ville du Dessous et qui est un des principaux opérateurs de métro, dans le métro de fibre optique.
Donc, on a vraiment tous ces savoir-faire et on va les aligner pour proposer aux villes des solutions de développement dans ces différents domaines. Et ça, c'est dans la ligne de l'identité de la RATP, de ce qui est construit aujourd'hui autour des villes de demain? Oui, parce qu'on a aussi travaillé sur notre raison d'être, puisqu'on a lancé cette initiative il y a 1 an. D'ailleurs, on la libérera, si je puis dire, d'ici 1 mois à peu près. Et c'est apparu très naturellement dans cet exercice qu'effectivement, au-delà de notre rôle de gestion de mobilité et de mass transit, nous avions toute une série de savoir-faire dans le groupe et qu'il était temps de les organiser et effectivement de chercher du développement. Alors c'est du développement qui est à moyen-long terme, mais il faut le faire puisque de toute façon nous allons rentrer en concurrence. Donc il faut aussi que nous utilisions tous les assets du groupe pour se créer un avenir aussi un peu plus large que celui que nous avons aujourd'hui. Alors, je vais peut-être dire un mot. Vous avez parlé de cette raison d'être qui sera révélée sous peu. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Il y a un film. Ouais, on va présenter cette démarche de la raison d'être. La RATP est le cœur de la ville, comme le cœur de l'être humain. Si le cœur ne fonctionne pas, la ville ne fonctionne plus. Le groupe RATP fait typiquement partie des entreprises pour lesquelles définir une raison d'être est naturel. Pour définir cette raison d'être, on a toujours eu en tête la phase de consultation de tout le personnel. Et c'est ce qu'on a fait avec des panels de discussion par métier. En parallèle de ces panels métiers, on a mis en place un comité dédié à la raison d'être et on débattait des mêmes sujets. L'ensemble des outils qui ont été mis en place ont été utiles pour s'assurer que finalement on avait quelque chose de très inclusif du maximum de collaborateurs. Définir sa raison d'être, c'est dire au monde sa façon de définir son utilité pour le bien commun et pour le collectif. C'est la continuité de ce que nous sommes, avec une revendication plus forte du rôle que l'on a envie de jouer demain. On a tout de suite compris que si cette démarche n'était pas sincère, elle ne marcherait pas. Cette raison d'être doit marquer les esprits et elle doit nous rassembler. Voilà, on a vu en quelques mots et quelques images cette démarche, cette définition de la raison d'être qui a été une occupation du groupe toute l'année dernière. Un succès en interne, c'est ça? C'était très important d'essayer d'embarquer tout le monde. Et je crois qu'on a eu de ce côté-là une réponse extrêmement favorable. On pourrait même se dire, en pleine crise, on pourrait dire c'est gonflé de le faire. Mais c'était justement le bon moment, parce qu'on sortait d'un épisode difficile, il faut se le dire, une crise sociale liée aux retraites. Et finalement, il y a eu un effet de cohésion lié au travers de la crise. Tout le monde a retroussé les manches, tout le monde a essayé, j'allais dire, d'apporter sa contribution en voyant que vraiment, il fallait sortir du cadre commun. Et on a eu 368 000 contributions sur la plateforme, 7 000 participants, ce qui, si j'en crois, j'allais dire les benchmarks, est assez exceptionnel. Et ce qui est sorti, c'est une vision assez juste du groupe. Et donc, je pense qu'elle sera fédératrice et qu'elle sera juste. C'est-à-dire qu'elle sera vécue, parce que ça, c'est très important. Ça ne remplace pas un plan stratégique, mais c'est une boussole auquel on peut se référer. Et surtout, il ne faut pas ce que j'appellerais de défaut d'incarnation. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'elle représente le collectif et que chacun puisse se dire « oui, c'est vrai, tiens ». Je suis fière d'appartenir au groupe parce que cette raison d'être me parle et qu'on va la faire vivre. Donc ça, c'est très, très important. Mieux se connaître tout en continuant d'avancer malgré la crise. Voilà, on a compris, c'est à travers vos quelques mots pour cette introduction de ces vœux. On est en direct sur la scène du Studio 104 de la Maison de la Radio. Merci beaucoup, Catherine Guyard.